Palestine! Free, free 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 Palestine! S'il vous plaît, vous venez derrière. Il y a beaucoup de place derrière. Hein. Il faut libérer la route. Merci de faire. Donc c'est la 7e ou la 8e fois ici aux places Clairefontaine, et c'est toujours à le même endroit. Le massacre doit s'arrêter. La levée du blocus doit être complète au nord comme dans le sud de la bande de Gaza. L'agression d'Israël contre le peuple palestinien doit cesser à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et ailleurs. Parce qu'une trêve, c'est insuffisant. Car cette nouvelle opération militaire israélienne, lancée depuis 7 semaines contre la bande de Gaza, est d'une violence bien pire que toutes les attaques précédentes. Les 2,4 millions de Gazaouis sont soumis cette fois à un déluge ininterrompu de bombardements, à un siège total, à des déplacements forcés, sans endroit sûr où se réfugier. Ils sont assoiffés, affamés, privés même de communication. Selon OCHA, c'est le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 14 800 personnes ont été tuées, dont près de la moitié sont des enfants. Des milliers se trouvent sous les décombres, morts ou vivants. Du fait de la destruction des hôpitaux et du blocage des médicaments, des dizaines de milliers de blessés se trouvent privés de soins. La moitié des bâtiments sont détruits ou endommagés. Les 2/3 de la population ont été délogés. Des familles entières ont été décimées. Une violence inouïe qui s'apparente de plus en plus à un génocide. Ce faisant, l'État d'Israël viole le droit international, le droit humanitaire de la guerre, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la 4e Convention de Genève, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant. Merci infiniment, sa mère. Et puis je demanderai au... Avec la famille. D'abord, je pense que beaucoup d'entre vous savent et voient ce qui arrive à notre peuple palestinien à Gaza.
et même en Cisjordanie, aux mains des forces de l'armée d'occupation, notamment le génocide, le nettoyage ethnique et les massacres. Ensuite, j'aimerais vous alerter sur la situation sanitaire, étant un médecin, actuelle à Gaza après presque 50 jours d'offensive. Sachant que la situation sanitaire souffrait déjà et souffre encore énormément du blocus imposé sur Gaza depuis plus de 17 ans. Le nombre initial d'hôpitaux dans la bande de Gaza est de 35. De ces hôpitaux, il ne reste plus que 3 qui ne peuvent prodiguer que quelques petits soins, premiers soins seulement. Bien entendu, tout ceci double le massacre et le génocide infligé à notre peuple palestinien et en particulier à Gaza. Hôpitaux et du corps médical à Gaza, cela peut paraître abstrait pour certains. Alors je vais vous raconter une histoire d'horreur parmi des milliers que vivent les Palestiniens. Je vais vous parler de ce petit garçon qui devait subir une amputation de sa jambe suite à sa blessure due au bombardement israélien. Cette amputation est malheureusement vitale pour lui et due à l'absence des médicaments, des anesthésions, ce petit garçon devait la subir en étant conscient et en sentant chaque seconde de sa douleur. Ce petit est mort durant l'amputation de douleur. Ce petit a subi ce que l'on appelle en termes médicaux un neurologique choc. Ce petit qui avait la vie devant lui a quitté ce monde en subissant une douleur que son petit corps ne pouvait supporter. Cette histoire n'est pas malheureusement unique, elle est même devenue la norme avec des femmes qui subissent des césariennes sans anesthésion. Et la liste est longue. Rappelez-vous que ces victimes que vous voyez dans vos téléphones ou vos télés ne sont pas que des chiffres, ce sont des êtres humains et chacune de leurs histoires est une défaite de l'humanité. My name is Fadi. I am from Gaza, exactly Khan Younis. I lived in Gaza 24 years. I never go to the West Bank because the occupation, Israeli occupation, they are not allowed to me to visit another cities in Palestine. So in 2020, my father was dead. He must do the operation for his heart. The Israeli army, they not allowed him to go to the Al-Najah hospital in Nablus to make operation. And after 3 months, he's dead. So who took this right from my father? Why my father is dead? Because the Israeli army, they're not allowed to him to make operation, just operation for it. I want to say also about now humanity in Gaza. The children in Gaza, they have rights to live. They have also dreams. They have families. They have friends. Who give the Israeli army the rights to take his life? Who took this? Now in world, a lot of propaganda from Israel. Yeah, in journal, in TV also. They have everything in the world. We can't ask government why you are did this, but we can make something for Palestinian children in Gaza. For everyone support Palestine, and I hope everything it will be okay and the war it will be end soon, inshallah. Thank you. Thank you so much, Fadi, for your words. Je demanderai à Monique de venir. Malheureusement, ce n'est pas uniquement à Gaza que la violence, mais il y a la répression aussi en Cisjordanie. Donc Monique Langevin va nous dire quelques mots. Les enfants ont tellement peur qu'ils lèvent les bras, mais les bras ils les gardent levés même pendant la nuit. Une petite fille de 3 ans en a perdu la parole.
Un jour, les soldats ont fait exploser des bombes acoustiques dans l'école. Ils ont tiré sur un élève. Alors les enfants ne veulent plus aller à l'école. Ils ne voient plus l'intérêt de continuer à y aller. Ils disent que ça ne sert à rien, car un jour ou l'autre, ils seront martyrs. Ils n'ont plus d'espoir dans le futur. Et puis, il y a la destruction des symboles. Les soldats ont détruit le cheval qui ornait l'entrée du camp. Ce cheval, c'était là où on se donnait rendez-vous. Ils ont aussi tiré sur la mosquée, sur l'hôpital, sur les écoles, qui normalement sont des lieux où on devrait se sentir en sécurité. La liste est longue. Michel et moi sommes sortis de ces entretiens complètement effondrés. Mais toutes nous ont dit combien notre soutien ici, celui de Luxembourg, était essentiel. Alors on doit continuer à lutter. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de résister au froid, mais je crois que c'est des paroles importantes, ce que nous entendons. Chacun sera libre et vivra dignement. Pour ce rêve, nous avons besoin de vous, de chacun d'entre vous, car nous tous terriens, nous sommes sur un seul et même bateau. Merci d'être là. Merci beaucoup, Martine. Je demanderai à Jules de venir. Jules Barthes va nous parler d'un côté terrible aussi de cette guerre, c'est l'assassinat des journalistes. Bonjour. Depuis le 7 octobre dernier, plus de 15 000, voire même 20 000 Palestiniens ont été tués dans les opérations militaires israéliennes à Gaza. Parmi tous ces morts, nous déplorons aussi plusieurs dizaines de journalistes. Gaza constitue le conflit le plus meurtrier pour ce métier depuis que le comité de protection des journalistes a commencé ce recensement en 1992. Si la majorité de ces journalistes ont été victimes de bombardements de leurs habitations, une partie non négligeable s'est fait tuer dans l'exercice de ses fonctions. Faut-il ici rappeler l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh en mai de l'année dernière à Jenin, ou encore en 2021 la destruction par lancement de missiles d'un immeuble abritant les bureaux de l'agence de presse Al Jazeera à Gaza. À cela s'ajoute qu'une trentaine de journalistes palestiniens ont été arrêtés depuis le 7 octobre, la plupart d'entre eux faisant l'objet d'une détention administrative. Cela signifie qu'ils sont arbitrairement détenus sans inculpation, sans procès et pour une durée indéterminée sur la base d'un dossier secret inaccessible aux détenus autant qu'à son avocat. Quant aux autres journalistes, ils sont accusés d'incitation à la révolte sur les médias sociaux, ce qui viole leurs droits fondamentaux à la liberté d'opinion, d'expression et de travail journalistique. Il est clair que les autorités israéliennes, aujourd'hui comme hier, s'en prennent aux journalistes parce qu'elles sont parfaitement conscientes que ces derniers sont les seuls à pouvoir exposer et documenter la réalité de ce qui se passe sur le terrain et contrer ainsi les contre-vérités sciemment construites par Israël. De plus, Israël interdit toujours l'entrée sans condition de la presse étrangère à Gaza. Il restreint de façon draconienne les télécommunications et continue à bombarder les bureaux de presse, confirmant par là sa volonté d'imposer un blackout médiatique complet sur Gaza, d'interdire à grande échelle la liberté d'expression et toute parole indépendante, et ainsi à minimiser les actions et potentiels crimes de guerre commis par les forces israéliennes. Il faut que cela s'arrête. Nous exigeons d'Israël un engagement ferme à mettre fin à la violence contre les journalistes, leurs familles et tous les autres civils palestiniens à Gaza. Nous exigeons d'Israël qu'il respecte la vie et la liberté d'expression des journalistes, en même temps que les belligérants des deux côtés garantissent la sécurité des journalistes opérant à Gaza, car la sécurité de ces derniers est essentielle pour qu'ils puissent exercer correctement leur métier. Mais nous appelons également les médias, et je pense surtout aux médias occidentaux,
à enfin respecter l'éthique journalistique dans leur couverture des atrocités commises dans le cadre de la guerre en cours et à ne pas reprendre unilatéralement le contenu des communiqués et discours officiels souvent très hypocrites de la part de nos représentants politiques européens. J'aimerais terminer en donnant une voix à deux jeunes journalistes qui ont trouvé la mort cette semaine. La première, c'est Ayat Kadora, âgée de 27 ans et présentatrice de contenu numérique et de podcast, qui a envoyé lundi dernier une vidéo avec les mots suivants. Maybe this is my last video. Today the occupation forces dropped phosphorus bombs on Beit Lahia as well as terrorizing sound bombs. And they also threw out flyers calling people to leave the area. Of course, most of the people left. All of them were in panic, running through the streets without knowing where to go. Only a few of us are remaining in the house. The rest have all left and I don't know where they've gone. We are afraid. It's horrifying. What happens is very hard. Cette même nuit où elle a posté ce message, Ayat a été tué à la suite de bombardements de sa maison. Le deuxième, c'est Mike Arendas, journaliste et photographe de 29 ans. Son dernier reportage, il l'avait appelé The Beautiful Children of Palestine. Par ce reportage, il voulait montrer les enfants de Palestine, des enfants encore en vie, qui peuvent encore être sauvés. Il avait enregistré des témoignages vidéo de ces enfants, nous racontant leurs rêves, leurs souhaits pour l'avenir, et ça dans l'espoir que la diffusion du reportage puisse renforcer l'appel à un cessez-le-feu. Mike est mort quelques heures après l'envoi de la vidéo à son agence de presse. Merci. Merci, Jules. Alors, une toute dernière intervention avant d'arriver à quelques poèmes pour terminer notre rassemblement. C'est une interpellation du gouvernement luxembourgeois. Vous savez qu'il y a un nouveau gouvernement au Luxembourg depuis quelques jours, mais il reste très tranquille, silencieux sur la question. Alors Jean-Luc... Bonjour, assalamu alaikum. Après cette semaine, nous sommes toujours là. Bravo et merci à tous. Situation précédente. Que dit notre nouveau gouvernement? Alors il a émis un document qui s'appelle un accord de coalition dans lequel il est indiqué, je cite, ouvrez les guillemets, l'Europe doit s'affirmer comme une force de stabilité, une forte puissance de valeurs et d'intérêts, ensemble avec les États-Unis et toutes les forces démocratiques de la communauté internationale. Et ça signifie qu'il faut renforcer l'OTAN. Fermez les guillemets. On voit donc que les décisions se prennent à Washington. Mais on affirme, je cite, le gouvernement œuvrera pour la paix, la sécurité internationale et la prospérité. J'ajouterai, tant que les États-Unis sont d'accord. Ensuite, on parle du renforcement de l'Union européenne comme communauté de valeurs, afin de garantir le respect de l'état de droit, un pilier fondamental de l'Union européenne. Le mécanisme européen de protection de l'état de droit devra être renforcé, mais il est indiqué au sein de l'Union européenne. Mon commentaire, l'état de droit pour les blancs riches. Mais le programme ajoute, le gouvernement continuera à œuvrer au niveau international pour l'égalité de tous les êtres humains. Je me prends à espérer, mais le texte précise, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination quelconque en fonction de son genre, de son orientation ou identité sexuelle, de sa religion ou de ses opinions politiques, de son apparence, de ses origines, de son état civil, de son âge ou d'un handicap éventuel. Je ne commente pas, mais je crois que ça ne concerne pas ceux qui meurent dans la Méditerranée. On comprend que la marge de manœuvre pour un pays comme le Luxembourg est limitée. Mais, comme il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, j'ai préparé une lettre à l'intention du nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Bettel. Certains se souviennent peut-être qu'il y a 2 semaines, je vous avais lu une lettre adressée à M. Hasselborn. Mme Dockendorf, directrice des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, m'a répondu que le ministre n'irait pas au-delà des déclarations qu'il avait déjà faites.
ces cartons de déménagement étaient sans doute déjà prêts. Dans ce nouveau courrier que je vous résume, j'y rappelle les exactions commises à Gaza et dans les autres territoires occupés et je demande à nouveau le rappel de l'ambassadeur en Israël et la fermeture du Luxembourg Trade and Investment Office à Tel Aviv. J'indique que 10 pays l'ont déjà fait, dont la Turquie, membre de l'OTAN, et l'Afrique du Sud, qui est bien placée pour reconnaître en Israël un état d'apartheid. Et l'Afrique du Sud, ensemble avec la Bolivie, le Bangladesh, les Comores et Djibouti, ont saisi la Cour pénale internationale pour demander une enquête sur la perpétration de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Enfin, je vous lis la fin de la lettre. L'Union européenne est ici, comme sur d'autres dossiers de politique étrangère, à la remorque des États-Unis d'Amérique et soutient inconditionnellement Israël. Ce faisant, nos responsables piétinent le droit international, qui est pourtant la seule manière d'organiser les relations entre les pays et de régler les conflits. Le droit est ce qui protège les plus faibles contre les forts. C'est peut-être ce que défendent ces millions de manifestants marchant toutes les semaines dans les villes du monde entier, y compris au Luxembourg. Pour intervenir en Libye, on a invoqué le droit de protéger une population contre son gouvernement. Ici, non seulement nous ne faisons rien, mais nous ne disons rien. Et au contraire, nous soutenons ces agissements criminels. Aussi, c'est au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'on a planté le drapeau ukrainien que vous voyez là, pour dire qu'il y avait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le double standard et l'hypocrisie sont patents. Qui pourra encore nous croire ? L'histoire jugera les responsables. Honorons enfin, je le dis dans la lettre, ces juifs qui font preuve d'un courage qui les honore, en se déclarant opposés à la politique mise en œuvre par le gouvernement raciste aujourd'hui au pouvoir à Tel Aviv. Ils sont très nombreux aux États-Unis, au Luxembourg et ailleurs. Et il y en a aussi en Israël à dire « pas en notre nom ». Saluons ces justes et qu'ils vous inspirent, Monsieur le ministre, à agir vous aussi pour sauver votre honneur et le nôtre. Je termine en disant que les mesures que nous proposons sont des sanctions prévues par le droit, qui visent non seulement à exercer une pression pour un cessez-le-feu, mais préparent aussi le jour d'après. En effet, après ce qui est en train de se passer, on ne pourra pas revenir au statu quo ante. Ces pressions auxquelles d'autres devront s'ajouter visent à aider Israël à faire les concessions nécessaires pour permettre aux Palestiniens de vivre une vie digne d'être vécue, seule manière connue pour arriver à une paix juste et durable et assurer la sécurité des deux peuples. Merci beaucoup Jean-Luc Carlefin. Justice Radio, abondé en excuses pour les arbres brûlés, pour les oiseaux sans nid, pour les maisons pulvérisées, pour les longues crevasses au flanc des rues, pour les enfants pâles avant et après la mort, et le visage de chaque mère triste ou tuée. Que signifie être en sécurité en temps de guerre? Cela signifie avoir honte de ton sourire, de ta chaleur, de tes vêtements propres, de tes heures creuses, de ton bâillement, de ta tasse de café, de ton sommeil paisible, de tes proches en vie, de ta satiété, de l'eau disponible, de l'eau potable, de la possibilité d'une douche, du hasard d'être encore en vie. Oh mon Dieu, je ne veux pas être poète en temps de guerre.